Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. La Comédie Française présente L'Entretien, un podcast produit par Béline Dola et réalisé par Andrea Vilchange et Zélie d'Allemagne. Nouvel épisode de L'Entretien, le podcast mensuel de la Comédie Française. À peu près une heure pour redécouvrir le parcours d'un artiste ou d'une artiste, de la troupe, d'un ou d'une artiste invitée. Aujourd'hui, je suis très heureuse de retrouver Lilo Bord. Bonjour Lilo. Bonjour. Alors, comédienne, metteuse en scène, habituée de la Comédie Française depuis une quinzaine d'années. Vous êtes née en Suisse, où votre carrière a été couronnée l'année dernière d'un prestigieux prix qui s'appelle l'Anneau Hans Reinhardt. Je prononce correctement. Oui, c'est ça. Mais votre carrière, Lilo Bord, est internationale. Formation chez Jacques Lecoq à Paris. Vous travaillez à Londres, entre autres, dans la troupe théâtre de complicité. Retour à Paris chez Peter Brook. Et puis, à partir des années 2000, un peu partout dans le monde. Vous naissez en Suisse, donc en Argovie. Oui, c'est ça. Et vous grandissez, Lilo Bord, dans un village de taille moyenne, de 1500 habitants, c'est un bourg même, dont votre père est maire. Oui, c'est ça. À quoi ressemblait votre vie en Argovie, dans cet endroit où vous étiez un peu tenu à une certaine rigueur, puisque vous étiez la fille du maire quand même. Mais complètement. Moi, je pense que ça m'a aidé quelque part de changer un peu de vie parce qu'on se sentait observé avec comment on se comportait, comment on était dans la société. Bon, c'est une petite société, c'était peut-être 2500 habitants, mais quand même, ça veut dire tout le monde regardait comment on se comportait. Et moi, je l'ai bien senti quand j'étais à l'école maternelle. À 7 ans, mon père n'était pas encore maire. Et du coup, justement, l'institutrice, elle me tirait aux cheveux quand je parlais ou quand j'étais un peu... Oui, je bavardais pas mal au départ. Un peu énergique. Énergique, oui, voilà, un peu speed. Alors, elle me tirait les cheveux. Et l'année d'après, mon père est devenu maire et on me touchait plus du tout. Tout à coup, je sentais qu'il y avait comme quelque chose une hiérarchie qui se créait. Et c'est intéressant d'observer ça, je trouve, dans un village. C'est parce que j'étais la fille du maire et du coup, on me respectait un peu plus peut-être, mais en même temps aussi, il fallait que je me comporte mieux quelque part. Alors, votre père est maire, il est aussi pianiste ? Oui, c'était vraiment son hobby, c'était son loisir. Il adorait Glenn Miller. C'était alors à la maison, c'était ça. À la maison, c'était ça. Et on avait un piano et lui, il avait fondé un groupe qui s'appelait Josephine and the Bakers parce qu'il aimait beaucoup Josephine Baker. Et mon père s'appelait Joseph. C'est pour ça, alors Josephine and the Bakers. C'est d'ailleurs incroyable, je me rends compte maintenant qu'il s'est donné un nom de femme. Intéressant. Du coup, on baignait un peu dans la musique. Mon frère, d'ailleurs, il est devenu pianiste. Mon père, il était comptable. Mais à côté, justement, ça, c'était sa grande passion. Et quand il avait des fêtes au village ou des balles, etc., quand il avait le groupe qui était invité, dès qu'il faisait une pause d'une demi-heure, c'était Josephine and the Bakers qui jouait. Alors, vous vivez dans cette famille... où la musique a une place importante, vous le disiez, votre frère est devenu musicien, mais vous, la petite Lilo, elle a des rêves de musique, vous êtes tous à la musique, je crois que vous faites tous de la musique, elle a des rêves de musique ou elle a déjà des rêves de théâtre à ce moment-là ? Oui, je voulais devenir chanteuse. À un moment, je chantais avec la brosse à dents à la main. Évidemment, j'ai chanté devant la glace ? Oui. Non, sur l'escalier, je descendais. Ça faisait un peu l'entrée de « Autant on emporte le vent ». Voilà, je descendais l'escalier avec la brosse et je chantais des chansons. On adorait ça. Vous étiez une performeuse, en fait, déjà, enfant ? Vous disiez énergique. Oui, je pense que ça reste un petit peu quelquefois un problème justement d'avoir trop d'énergie. Il faut se calmer un peu, voilà. Il faut investir dans la réflexologie, il faut payer des gens pour calmer. Non, c'est vrai,
mais je pense que ça vient aussi de côté de ma mère. Ma mère, elle vient d'une famille de paysans. Ils étaient 11 enfants. Et du coup, c'était tout le temps la fête un peu chez eux. Je veux dire, on était aussi, quand on faisait une connerie, c'était aussi, on recevait une baffe d'un oncle ou quelqu'un. C'était vraiment, comment dire, c'était toujours une grande communauté. Et quelque part, je me sentais assez libre aussi en même temps. Et ma mère, elle aimait chanter, elle aimait danser. Elle était couturière. Elle avait un atelier de couture. Et du coup, ça veut dire qu'il avait déjà, quand on était, je ne sais pas, on pouvait se déguiser, elle nous faisait des costumes, mais je pense que c'est ça aussi qui m'a aidée quelque part À accepter votre chemin d'artiste, à vous projeter? Oui, je pense. Et tous les nouvelles ans, on regardait les ballets. On avait le droit de regarder la télévision, les ballets. Et moi, je voulais devenir danseuse, je crois, à l'âge de 9 ans. Et pas chanteuse, mais danseuse à cette époque-là. Et alors, on a cherché dans la ville la plus proche un prof de danse. Et elle était enceinte. Elle m'a dit, mais reviens dans 8 mois. Et à cet âge-là, on a une telle énergie. Alors, du coup, je commençais à faire du sport. Et voilà. C'était joyeux, votre enfance à l'île aux Bords? Oui, ouais. Oui, on habitait dans une maison avec un grand jardin. Et du coup, on jouait dans ce jardin, je vais dire, le ping-pong, tennis et le badminton. Et pourtant, vous avez envie de partir quand même. Oui, parce que justement, je trouve qu'il y avait... Quand j'étais... c'était comme une école, ça s'appelait l'école supérieure, parce que mes parents ont décidé qu'il fallait... J'avais envie à 16 ans de devenir comédienne. Ils ont dit non, d'abord, tu fais un diplôme. Et après, tu peux décider... de ce que tu feras. Oui, voilà. Et du coup, alors j'étais justement dans cette école où il fallait jouer un instrument. J'ai joué du piano pendant 10 ans, classique, mais pas si doué comme mon frère. Et j'avais vraiment envie de jouer du théâtre. Et du coup, je me suis renseignée un petit peu à Zurich ou dans les grandes villes pour voir comment faire. Et j'ai rencontré, c'était à l'âge de 20 ans, je crois, il y a un comédien qui est venu, qui a fait dans cette école, il a fait une performance. Il s'appelle Marc. École à Zurich? Non, dans l'école où c'était vous à étiez. Wohlen, oui, Ouais. dans l'école. Ce comédien s'appelle Marc Vetter. Et il est venu, il a fait une performance tout seul, il s'est jeté avec un fil du haut, il avait fait des choses assez incroyables. C'est un peu comme Four Adelbaus. Et après, je suis allée le voir, j'ai dit, mais c'est incroyable, quelle école tu as fait ou comment tu es arrivé là? Il a dit, j'ai fait le Coq à Paris. Et du coup, voilà, ça a fait le clic. J'ai dit, c'est là où je vais aller. C'est comme ça que vous vous retrouvez à Paris, en Ouais, fait, jeune fille. Exactement. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ces cours de Jacques Lecoq qui sont très connus, hein, mais c'est un enseignement particulier. C'est pas la même chose qu'au conservatoire, c'est pas la même chose qu'au cours Florent, la classe libre du cours Florent. C'est encore autre chose, Jacques Lecoq. Oui, c'était mime, ça s'appelait mime. Mouvement théâtre. Votre formation s'appelait comme ça? Oui, et moi, je ne suis pas du tout mime. Je suis vraiment très nulle parce que c'est un point fixe et après, il faut bouger autour. Mais bon, l'école s'appelait comme ça. Mais c'est surtout le mouvement, je pense. C'est un regard sur le monde. Lecoq, c'était un gymnaste. Ouais. Et du coup, il a trouvé des mouvements. D'ailleurs, ça se rejoint un peu avec le théâtre japonais. Il a trouvé des formes de mouvements c'est pas du tai chi, mais des formes de mouvements, ça s'appelait les 20 mouvements qu'il fallait apprendre et qu'il fallait faire une mise en scène avec ces 20 mouvements. Ça veut dire monter un mur, le passeur. Je ne me rappelle plus de tous les mouvements. Mais, je précise que vous êtes en train de mimer en même temps. Oui, mais parce qu'après 3 ans que j'étais là, j'ai commencé à savoir maîtriser un peu les gestes, exactement. D'ailleurs, c'était une épreuve. Après la première année, il fallait faire justement cette mise en scène devant lui et les profs de ces 20 mouvements. Et moi, j'ai
puisque j'ai toujours aimé le corps, ça m'a beaucoup inspirée. Et cette école, c'est basé sur l'improvisation. Et c'est ça que je trouvais qui est intéressant. On regardait, par exemple, on observe des tableaux de peintres et on essaye de trouver ça dans le mouvement. Alors, comment, par exemple, les mouvements de Van Gogh ou les mouvements de Klimt ou de Bacon. Mais voilà, ah oui. Ah non, mais Bacon, après, je l'ai utilisé. D'ailleurs, c'est tous ces tableaux-là qui m'inspirent après aussi pour les spectacles plus tard. Ou même pour moi comme comédienne. Le corps de Bacon qui se tord, il peut aller jusqu'à l'infini. Et c'est très inspirant. Et aussi des textes, il a fait on a travaillé sur le rythme, par exemple, d'un mot. Par exemple, prendre. Comment on fera le geste de prendre en français? Alors, c'était intéressant, c'était comme quelque chose qui venait vers soi. Et en anglais, c'est take. Et du coup, les gens... Bon, je disais juste les Anglais, les Américains, ça venait... C'était comme si le geste venait du haut. Et c'était intéressant de voir le mot des différentes cultures, comment on l'utilise, le même signification, mais que les mots, ils ont des gestes différents. Et c'était fascinant. Du coup, il y a plein de gens, je crois, qui ont fait le coq, qui ne sont pas forcément devenus comédiens ni metteurs en scène, mais peintres ou je sais, quelqu'un qui travaillait dans une banque après. Mais c'est comme il nous a ouvert un horizon d'observation. C'est de là que, justement, vous tenez cette acuité du regard, quand vous observez les corps, que vous les mettez en scène, que vous mettez le vôtre en scène, puisque avant qu'on commence ce podcast, on discutait ensemble d'une expérience que vous avez eue au Japon, où vous repreniez les gestes d'un maître du tabuki. C'est de cette époque-là, cette époque de formation, que c'est à ce moment-là que vous façonnez finalement votre façon de faire, parce que c'est quelque chose de très spécifique dans votre travail. Oui. Cette observation des corps, des attaches, des muscles, la singularité du corps. Je suis fascinée. Quelquefois, je suis dans un café, ici à la Comédie Française, au Nemours. Je regarde les gens qui passent, je regarde la façon comment ils marchent. Et c'est comme, par exemple, la définition du photographe de Malbridge, quand il le prenait en séquence, les mouvements. Je suis fascinée par le corps aussi, de comment commence à se voûter avec l'âge, comment s'ouvre le sternum, la timidité, comment... moi, je trouve... Ça veut dire que, par exemple, quand vous rentrez dans une pièce, que là, on est 5 avec vous, donc il y a 4 personnes qui ne sont pas vous observez, vous avez une espèce de scanner, vous vous dites des choses sur les gens à partir de leur corps. Je ne dis pas des choses sur les gens, mais j'observe. Et je dis, tiens, si je connaîtrais la personne un peu mieux, je dirais peut-être, regarde juste rien de faire ce mouvement-là. Je parle aussi pour moi-même, parce que je me rends très bien compte que quand on a des tensions dans les épaules, etc., je commence à me voûter. Et je dis, non, il faut s'ouvrir. Et mais c'est vrai. Vous êtes sportive toujours, Lilo Bor? Oui, tous les jours, le matin, au moins 15 minutes, je fais du sport. Même avant le petit déjeuner, c'est vraiment pour me mettre en route. Est-ce que c'est un truc de Suisse, ça, le sport? Je sais pas, on a une idée comme ça de bonne santé, on est élevé au grand air dans la... Oh, je pense pas du tout. Si vous demandez mon frère, mes sœurs, pas du tout. Mais c'est mon père, il avait ça. Mon père, c'est incroyable. Tous les matins, il faisait des exercices. Et il jouait aussi du foot. Et moi aussi, quand j'étais jeune, je jouais du foot. C'est vraiment quelque chose que je crois que du côté père, j'ai pris ça, même cette énergie physique. Oui, cette énergie, ouais. Alors, vous finissez cette formation à Paris. Et comment est-ce que vous atterrissez à Londres? Parce que très vite, vous partez à Londres, vous jouez. Oui. Et vous avez vous nous en parlerez, cette expérience avec complicité mais vous changez de langue alors à nouveau, puisque vous venez d'un monde germanophone. Ouais. Puisque voilà, vous naissez dans une Suisse germanophone, vous grandissez là-bas, vous arrivez à Paris où vous êtes quand même dans un monde francophone, même si chez Jacques Lecoq, il y a toutes les nationalités. Exactement. Et vous switchez une nouvelle fois vers une nouvelle langue qui est l'anglais, et vous jouez, vous pratiquez votre art dans une langue qui n'est pas la vôtre. Non.
et dans une langue qui est différente de celle dans laquelle vous l'avez appris, cet art. Donc ça m'intéresse, cette plasticité neurologique et linguistique. C'est très, très beau, j'aime bien. Norman Deutsch, la plasticité du cerveau, justement, je suis fascinée. En Suisse, l'avantage de toute façon, dans la Suisse germanique, c'est on apprend le français et l'allemand, parce que ma langue maternelle, c'est du suisse-allemand, c'est un peu comme un dialecte. Alors, du coup, j'ai appris le français et l'allemand à l'école, et aussi l'italien, parce que j'ai des cousins italiens, suisse-italiens. Et du coup, c'est-à-dire, j'entendais déjà ces langues quand j'étais jeune, dans l'enfance. Et après, on pouvait choisir. Moi, j'ai choisi l'espagnol et l'anglais. Et du coup, quand j'étais chez Jacques Lecoq, c'est une école internationale. J'avais une amie japonaise, j'avais des amis de l'Angleterre, et il avait Simon McBurney et Marcello Mani, qui est italien, Simon McBurney anglais, qui était dans la 2e année quand moi j'étais dans la 1re année. Et du coup, on s'est vus, on s'est rencontrés, quelquefois on a fait la fête ensemble le week-end. Et c'est Simon qui avait demandé que je vienne à Londres. Mais entre-temps, quand je suis sortie de Lecoq, j'ai été invitée par un Américain qui était à l'école avec moi pour jouer dans une troupe américaine qui était basée d'abord à New York. Et après, qu'on a voyagé, alors je suis partie 1 an et demi aux États-Unis. Et je me rappelle, c'était évidemment l'anglais. Il fallait... On parle l'anglais, ce qu'on a appris à l'école, mais après, de toute façon, de vivre tout à coup dans une société où il n'y a que cette langue-là, c'était un peu jeté dedans. Mais en même temps, je trouvais ça fascinant parce que c'est aussi la musique. Aux États-Unis, j'adorais la musique. Du coup, on écoute aussi... Vous aimiez la musique de la musique ou vous aimiez la musique de la langue américaine? Non. La musique. Art Blakey, le drummer de jazz, où je suis allée beaucoup à des concerts. Il avait Aretha Franklin. C'était incroyable. Il avait un comeback dans Radio City Hall avec Phoebe Snow. Et oh là là, non, mais c'était grandiose. C'est cette musique-là qui était à cette époque-là. C'est-à-dire que la langue, elle est rentrée en vous par la musique, par la chanson? Un peu, ouais. Et je me rappelle après 1 an et demi, quand Simon McBurney m'a invité pour venir en Angleterre, je me rappelle toujours qu'il a dit « Ouh là là !» parce que j'avais un accent américain. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris des cours d'anglais à Londres parce qu'il m'avait invité aussi de faire les contes d'hiver, Winter's Tale. Jouer Shakespeare avec l'accent américain, c'est quand même... Oui. Et du coup, j'ai pris des cours et ça, moi, je trouvais ça fascinant. J'aime ça. Vous avez un accent aujourd'hui quand vous parlez anglais? Un accent anglais ou un accent américain? Non, j'ai un accent, je ne sais pas, souvent d'ailleurs, après, quand on m'a demandé de faire un peu jouer dans des films ou des séries, on me demandait d'avoir un accent français. I had to speak like this with a slightly French accent. Alors c'était dans Bridget Jones, vous avez un accent... Non, en Bridget Jones, on m'a demandé de parler autrichien. En plus, il fallait apprendre ça, mais exactement, je parlais autrichien pour ce petit rôle. Alors, donc vous arrivez à Londres au terme d'1 an et demi d'expérience américaine. Vous faites cette expérience avec le théâtre de complicité. Est-ce que vous voulez nous en parler justement avec Simon McBurney? Est-ce que vous voulez nous parler de cette expérience-là et de la façon dont elle a imprégné ensuite votre travail? Ah, ça c'est fondamental. Parce que c'est comme la suite de l'école où on avait, dans l'école par exemple chez Jacques Lecoq, il avait un autocours. Toutes les semaines, on préparait une pièce. C'est-à-dire, on produisait. Et évidemment, il avait des beats, quelquefois c'était bon, quelquefois c'était pas bon, mais on apprenait à travailler ensemble avec des différentes personnes dans une laps de temps très très court. Et complicité, c'était l'improvisation.
Et c'était la folie, mais c'était aussi physique, très physique. Quelquefois, on avait des entraînements, j'avais l'impression un peu paramilitaire. On sous les bancs, on sautait, on allait en dessous. C'était vraiment très, très fort, cet entraînement. Et aussi une grande liberté de travailler sur des thèmes différents. Et ça, c'est sûr et certain que, d'abord, que j'aimais, parce que c'était physique, le corps était engagé. Et en même temps, c'était comme avec Marcello Mani, italien, Simon, anglais, après Antonio Gil Martinez, espagnol. Et il avait des gens un peu de partout. Et justement, ce langage physique nous réunissait. Vous restez combien de temps en Angleterre? 14 ans. Ouais. Ouais. Dans cette compagnie. Oui, mais en même temps, j'étais... parce qu'évidemment, quand on est à Londres, on va voir d'autres pièces de théâtre, etc. On rencontre d'autres acteurs, metteurs en scène. Et j'étais invitée au Shakespeare's Globe de jouer dans une saison. Et ça, c'était extraordinaire, parce que c'est vraiment l'extérieur de... c'est vraiment à C'est l'ancienne. l'expérience anglaise ultime. Ah non, mais exactement. Ah non, c'était formidable de voir ça. En plus, on appelle ça les groundlings. Ça veut dire les gens qui payaient dans le temps. C'était 5 pounds. Et ils étaient des gens debout. Et après, il avait les gens, évidemment, qui protégeaient, qui étaient sous les gradins, qui étaient protégés par la pluie. Et moi, je jouais dans Le Marchand de Venise. C'était... de Shakespeare, et je jouais, on avait 2 spectacles, et l'autre, ça s'appelait The Honest Tour, La Putonnette. Voilà, et c'était avec Mark Rylance, et c'était une expérience incroyable. Après aussi, il y avait Katie Mitchell, la metteuse en scène, qui m'a demandé de jouer dans l'Oresti. Et c'était par Hughes, c'était le lauréat, c'était le mari de Sylvia Plath, Robert Hughes ou Hughes? Ted Hughes. Ted Hughes, voilà, pardon, merci. Ted Hughes qui a écrit l'Oresti, qui l'a adapté. Et c'était pour l'année 2000. Et du coup, on avait fait l'Oresti pour l'année 2000 par Ted Hughes. Katie Mitchell m'a demandé de jouer Electre et Cassandre. Et du coup, c'était au Théâtre National. Alors, du coup, pendant 1 an, je jouais presque cette pièce. Et c'est aussi là que Peter Brook est venu. Oui, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, tout oui. se croise. Voilà, c'est ça. Tout converge. Vous rencontrez Peter Brook, vous passez une audition pour jouer Gertrude. Oui, exactement. Voilà. Exactement. Et vous partez vivre une nouvelle aventure. Alors, le point de connexion, c'est quand même Shakespeare. Oui. Parce que vous passez d'un Shakespeare à l'autre. Vous avez joué Hamlet avec Peter Brook. Et là, ça dure aussi ça très dure, longtemps. Et là, c'est retour à Paris. C'était en 2002, 2003, je crois, oui. 2002, parce que j'ai encore joué en 2003, je ne me rappelle plus exactement. Mais quand j'avais rencontré Peter Brook, il avait l'idée de faire l'homme qui. Il avait l'idée de le faire la femme qui. Et c'était avec Catherine Hunter et Fiona Shaw et moi-même. Et du coup, quand il est grande venu comédienne, Et quand il est venu en Angleterre, quelquefois un week-end, on travaillait là-dessus. Ça veut dire on travaillait sur le thème de la femme qui et les maladies de Oliver Sacks. Et du coup, je l'ai rencontré un peu à ce billet-là avant de faire l'audition pour Gertrude. Ouais. Et la mise en scène, c'est à peu près au même moment. C'est-à-dire exactement. Qu'est-ce qui fait que vous êtes comédienne depuis un moment déjà, comédienne accomplie, vous allez du côté de la mise en scène. Qu'est-ce qui vous emmène de ce côté-là? Parce que c'est finalement, même si vous jouez encore, mais c'est ce qui a pris le pas sur le reste dans votre vie. C'était vraiment quand on jouait Hamlet en Pologne, j'ai perdu ma meilleure amie. Et ça m'a tellement chamboulée que j'ai dit, je sais pas, il fallait rechercher. Il fallait rechercher comment avancer, comment faire, parce qu'elle était comédienne. C'était Catherine Cartledge, une grande comédienne. Et ça m'a tellement bouleversée que j'ai dit, est-ce que c'est vraiment... je vais rester comédienne? Est-ce que je vais...
parce que c'est pas non plus facile d'être comédienne. La vie privée est toujours un peu en deuxième plan. Je ne peux pas aller au mariage, je ne peux pas aller aux funérailles, je veux dire, c'est quelque chose qui fait partie de la société des rituels que j'aime. Et c'était vraiment à ce moment-là que je commençais Vous êtes interrogée sur tout, beaucoup de choses. Ouais, voilà. Oui, voilà. Remise en question. Oui, exactement. Parce que c'était aussi la mort héroïque chez les Grecs. Ça s'appelait la mort héroïque chez les Grecs. Je ne me rappelais plus qui l'a écrit. Je vous trouverai ça après. Et je commençais à lire. J'ai dit, quelqu'un qui meurt jeune, justement, qu'est-ce qui fait qu'on est un héros? Qu'est-ce qui fait que cette personne a fait dans la vie? Et ça m'a aidé aussi de dire, bon, je vais peut-être aussi chercher un peu ailleurs. Et c'est à ce moment-là, c'est quand même assez incroyable que un metteur en scène grec qui s'appelle Thomas Moskopoulos. Bon, il m'avait invité, j'étais invitée par une amie, Maria Kalimani, pour faire un stage à Athènes. Et ce metteur en scène a entendu parler de ce stage et il a dit, j'aimerais bien te rencontrer parce que je vais faire une mise en scène. Mais en même temps, je vais aussi faire un opéra à Spoleto en Italie. Et du coup, est-ce qu'on pourrait travailler ensemble et partager cette expérience? Et j'ai dit, mais oui, faisons ça. C'est comme ça que ça commence. Ah ouais, c'est incroyable. Et du coup, j'ai aimé, j'ai adoré la langue grecque. J'ai commencé à prendre des cours. Vous parlez combien de langues, Lilo Bor? 6 et demi. Pourquoi et demi? C'est grec. Le grec, c'est non, parce que je peux parler pour la grecque, tout ce qui est nourriture, je peux très bien parler. Je connais les mots pour la nourriture. Et je peux avoir une conversation très simple. D'ailleurs, une petite expérience en grec, justement, je terminais les répétitions et j'allais dans une pharmacie pour acheter une crème, justement crème de visage, fait avec des choses naturelles. Et j'ai vu qu'ils ne les avaient pas. Alors du coup, je regardais, je suis rentrée dans la pharmacie et je suis repartie. Et tout à coup, la pharmacienne me court derrière, elle me dit « Klefti, Klefti », ça veut dire voleuse, voleuse. Et je suis revenue, j'ai dit en grec, non, évidemment c'est un grec qui n'est pas forcément... impeccable. Et je disais, mais non, je suis venue, j'ai vu que vous n'avez pas cette crème, alors je voulais aller dans l'autre pharmacie. C'est ça que j'ai dit en grec. Et elle était assez dure avec moi, et du coup, j'ai changé en anglais, et j'ai dit, sorry madam, I just came. Et tout à coup, elle a complètement accepté, elle est devenue tout doux, et j'ai senti que c'était comme quelque chose que je faisais un effort de parler grec, mais du coup, on me prenait quelque part un peu pour quelqu'un... Une étrangère? Oui, une étrangère, ou justement, c'était une étrangère qui vole. C'est un peu bête de dire, mais c'est vraiment, je trouvais ça... Qui vole la langue? Mais oui. Oui, du coup, se sentir... inférieur, et dès qu'on parle anglais, le monté-colonialiste, ça y est, c'est acceptable. La langue, ça fait quand même... C'est un fil rouge dans votre vie. Oui. Comme le voyage. Exactement. Alors, on revient sur Peter Brook, parce que lui aussi vous amène à la mise en scène, vous l'assistez, vous êtes comédienne. Oui. Et vous l'assistez à la mise en scène. Oui. Donc j'imagine que vous apprenez des choses sur ce nouveau métier. Énormément. Énormément. Parce que il est généreux, Peter Brook. Très. Le moment quand vous êtes avec lui, il n'avait rien d'autre qui existait. Et du coup, ça donne une attention incroyable. Et même si ça durait 5 minutes, mais le moment quand on était ensemble, c'était vraiment, on dit focused, vraiment sur la personne. C'était très intéressant parce qu'il me demandait à un moment de m'asseoir quand je voulais bouger. Il a dit... toi, tu sais bouger. Du coup, tu dois aussi connaître le silence. Et je trouvais difficile. Oui, évidemment, mais c'est ça que j'ai appris. Et quand j'étais assistante, c'était sur Beckett, sur les fragments de Beckett, qui étaient avec Marcello Magni, Charles Houben. On faisait beaucoup des recherches ensemble. Et après, sur un spectacle qu'il a repris après, qui s'appelait Why. Mais moi, je faisais la base avec Miriam Goldschmidt, c'était la première fois, qui s'appelait Warum, Warum. C'était en allemand et c'était à Zurich.
Et du coup, j'étais vraiment, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Peter Brook un peu mieux, évidemment, parce que c'était beaucoup plus intime. C'était juste avec une comédienne sur la recherche, sur Meyerhold, sur Artaud, sur Gordon Gregg. C'était fascinant. Fascinant. C'est un moment dans votre parcours où vous découvrez plus les textes Oui, complètement. Complètement, parce que de lire sur toutes ces recherches, comme je disais, par rapport à Meyerhold, bon, Meyerhold, évidemment, de nouveau, c'est très physique. C'est l'analyse, par exemple, comment de la bagarre ou de quelqu'un qui est frappé. C'est toute la mécanique, la biomécanique. Et justement, c'est de nouveau le corps aussi qui joue. Artaud, évidemment, c'est le texte. Gordon Gregg, c'est pareil. C'est sûr, ça ouvre encore une autre boîte. À quel moment vous prenez votre envol comme metteuse en scène? Avec quelle pièce? Qu'est-ce que vous choisissez pour vous lancer seule? C'était pas une pièce, ça s'appelait Fish Love. Et c'était des pièces courtes, c'était pris par des nouvelles de Tchekhov, toutes les nouvelles parlaient des poissons. Et la nouvelle principale, ça s'appelait Amour de poisson. Justement, c'est une carpe qui tombe amoureuse de Sonia Mamochkina, qui vient pêcher. Et c'est une carpe qui est dans un étang. Et chaque fois quand Sonia Mamochkina vient pêcher, elle dit comment je peux m'approcher d'elle. Et à un moment, d'ailleurs, Sonia, elle rentre un peu dans cet étang juste pour se rafraîchir un peu. Et il la frôle, il la touche. Et c'est formidable parce que ça va très loin. Ça va dans la mythologie. Zeus, qui s'est toujours déguisé en animal ou même la pluie au nord. C'est justement les animaux qui ont une vie, qui sont amoureux des humains ou amoureuses des humains. Vous vous en souvenez très très bien ou vous y êtes revenu depuis? Parce que là, on a l'impression que vous en parlez, que vous venez de le mettre en scène. C'est parce que vous vous souvenez de tout, parce que vous avez énormément travaillé à partir du début des années 2000, un peu partout, monter des textes classiques, des textes contemporains, jeune auteur catalan. C'est vrai. À chaque fois, vous avez cette précision mémorielle sur les textes que vous décidez de monter? Oui, je pense que c'est... Je ne sais pas si je l'ai aussi si fort dans Cuisine et dépendance, Cuina et Dependencia, parce que c'était en catalan. Vous avez adapté pour le théâtre. Oui, c'était à Valence? Non, à Barcelone? Si, à Valence. Oui, Valencia. Cette pièce. Oui, exactement. Et voilà. Oui, je pense que c'est vraiment les débuts, mais c'est aussi une fascination de travailler avec des comédiens, comédiennes, chaque fois différents, des différents pays. Et oui, par exemple, je me rappelle aussi en Italie, j'ai travaillé avec des jeunes et on a fait, c'était justement une pièce que Meyerhold a écrite sur Tchekhov qui s'appelle Les 33 façons de s'évanouir, 33 svenimenti. Et je trouvais ça formidable. C'était par rapport à l'ours, Demande au mariage et le troisième, je ne me rappelle plus. Et c'était tous les moments que Tchekhov disait « Oh là là, je ne me sens pas bien, je me sens pas... je tombe ». Et justement, les 33 façons de s'évanouir. Et on a fait une pièce là-dessus. Et ça, pareil, ça rejoint de nouveau quelque chose physique. Meyerhold, évidemment aussi. Qu'est-ce qui prévaut dans votre choix des pièces? Vous lisez beaucoup et puis vous choisissez. On vous propose des choses. Comment vous décidez de vous engager, de mettre toute votre énergie dans un projet? Alors, par exemple, quand j'ai été demandée la première fois de venir travailler à la Comédie Française. C'était Muriel Mayette. En 2010, donc. Là, je ne me rappelais plus exactement à quelle date. Je sais que je lui disais que j'aime beaucoup les auteurs russes parce que je trouve qu'ils ont une absurdité, un humour que j'aime beaucoup. Et c'est la fête. Ça rejoint beaucoup avec la Grèce, moi, je trouve. C'est un peu similaire. Et du coup, j'ai dit, j'aimerais une pièce où il y a du monde, pas une pièce à deux, pas un dialogue. Et c'est Muriel qui a proposé le mariage de Gogol. Alors, je l'ai lu. Et dès que j'ai vu la scène où il a tous les prétendants qui attendent avec impatience, et je voyais leur comportement de chacun qui est différent, et j'ai dit, oui, ça y est.
moi, j'ai besoin de trouver des images quand je lis un texte. Par exemple, avec la dernière pièce que j'avais faite à la Comédie Française, L'Avare, je me rappelle, c'était Éric Ruff qui proposait ça. Et moi, j'ai dit non, mais pas L'Avare. Je l'ai vu avec Denis Podalides par Catherine Hegel et j'avais beaucoup aimé. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas faire ça. Je l'ai lu. Et dès qu'on parlait de cassettes, je voyais l'image avec plein d'or et je voyais tout à coup la Suisse, après la Deuxième Guerre mondiale, qui avait tout à coup tout l'argent qui était accumulé et qui était justement dans des sécurités, dans ces cassettes où il faut 2 clés, dans les banques d'aujourd'hui. Et j'ai dit, ça y est, j'ai trouvé l'image. Et quelque part, c'est comme ça que ça C'est une image cinématographique qui vous vient en tête? Toujours. Toujours, c'est très drôle. Je ne pourrais pas faire du cinéma, mais c'est vrai. Pourquoi vous ne pourriez pas faire de cinéma? Parce que Là, vous avez la bouche à l'envers. Hein. Je décris, mais on sent que... Non, c'est comme des tableaux de photographie, de peinture et de... Je ne sais pas, il faut quelque chose qui... je crois que je n'ai pas cette capacité, mais j'arrive à faire des travelling. Par exemple, d'une scène à l'autre physiquement. Et quelque part, c'est ça qui me fascine. Comment faire ça live? C'est trop abstrait, le cinéma? Peut-être. Ou j'essaie de faire l'abstrait, mais sur scène. Alors, le compagnonnage avec le français commence il y a une quinzaine d'années. Vous avez fait ce Nicolas Gogol, Le mariage, La tête des autres de Marcel Aimé, qui reçoit le prix du meilleur spectacle, le prix Beaumarchais, La maison de Bernarda Alba, Lorca, Après la pluie. Donc ça, c'est ce jeune dramaturge catalan dont je parlais, Sergi Belbel, en 2017. La puce à l'oreille, qui est déjà un hit, qui est un classique. L'Avare, effectivement, pour l'année anniversaire de Molière. Et puis, aujourd'hui, vous adaptez... Agatha Christie, La souricière, donc ça, vous êtes en répétition actuellement. C'est un parcours prolixe avec le français et avec la troupe. Et on a l'impression que la troupe, c'est quand même aussi un fil rouge dans votre parcours, parce que vous aimez les troupes, Lille Aubord, et vous aimez travailler en collectif. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette troupe? Vous dites que c'est des Rolls-Royce, les gens du français. Mais voilà, dites-nous-en un peu plus. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette troupe? C'est justement, il a... par exemple, pour Maison Bernarda Alba, une comédienne s'est blessée. Il a tout de suite une autre comédienne qui est pied levé, qui s'est jetée dedans et qui a appris le texte ou qui a appris de travailler avec la troupe. Moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment Molière. C'est comme sur les tréteaux, quelque part. Il faut y aller, il faut jouer devant le roi pour continuer, pour exister. Et là, c'est devant le public. Et bon, c'est très français pour vous, ce lieu, cette comédie française, vous qui avez un regard international. Est-ce que... Cette troupe, pour moi, vraiment, elle est exceptionnelle. Parce qu'il a une ouverture énorme, parce que quand même, je suis en train de travailler avec des comédiens et en même temps, il répète avec une autre metteur en scène ou metteuse en scène. Et le soir, il joue une pièce d'un autre metteur en scène. Et c'est-à-dire, c'est une grande ouverture d'esprit. Et aussi, quelque part, je trouve c'est humble d'accepter de travailler avec des gens complètement différents et de rentrer dans des univers des gens complètement différents. C'est quelquefois des pièces, justement les textes, si c'est Bérénice ou si c'est, je dis... Bon, j'ai pas vu le... Ils vont de Racine à Belle-Belle, en fait. Exactement. Et ça, c'est incroyable pour moi. Alors vous dites qu'il faut que vous aimez, quand ils travaillent avec vous, qu'ils se redécouvrent eux-mêmes en tant qu'artistes et qu'ils se redécouvrent entre eux, parce qu'ils ont l'habitude, pour la plupart, de travailler ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pour moi, c'est parce que c'est une troupe, quand même, il a quelquefois des acteurs qui n'ont jamais joué ensemble. Il a aussi des comédiens ou comédiennes qui disent « Ah non, mais moi, je ne peux pas improviser, ça me fait peur ou je ne sais pas faire ça ». Et là, on dit non, on commence tous à zéro.
Et on commence tous à improviser ensemble, à se découvrir justement, et aussi à amener son propre monde. Parce que c'est des individus justement qui créent ensemble cette ruche pour raconter une histoire ensemble. Et c'est ça que j'aime. Parce que souvent, quand un comédien ou une comédienne a fait un rôle qui a beaucoup marqué le public ou qu'on a adoré, on pousse peut-être la personne de nouveau à faire quelque chose de similaire. Et moi, justement, j'aimerais changer ça. J'aimerais qu'on cherche un peu ailleurs, qu'on découvre un peu... Ah non, mais je me rappelle Clotilde Bézère, la première fois quand je l'ai rencontrée, elle jouait plutôt des rôles tragiques. Et c'était d'ailleurs Muriel Grande Mayette. tragédienne, oui. Oui, et Muriel Mayette a dit, mais moi j'en suis sûre qu'elle a vraiment cette capacité. Et du coup, c'est pour ça que je l'avais Comique. choisie. Oui, voilà. Vous l'aviez... Elle est dans La puce à l'oreille, elle est... Oui. Voilà, où effectivement, là, on est... Ouais. on est Et dans- aussi, elle est aussi dans La souricière. Oui. Ouais. Parlons de La souricière. Après l'avare, donc qui va être repris pendant des années, c'est aussi le charme ici, c'est que c'est repris, il y a des changements de Oui. rôle, etc. Vous vous lancez dans La souricière, donc là c'est une traduction. Je crois que vous traduisez avec Serge Bagdasarian, Oui, c'est que ça. vous retrouvez, Ouais. donc qui est une pièce au départ d'Agatha Christie Oui. ou un texte Non. de fiction. Non, vous avez raison. Pardon, je dois dire oui, vous avez raison. Au départ, c'est une nouvelle qui s'appelait Three Mice. Trois souris. Ça s'appelait cette nouvelle. Et c'est Agatha Christie elle-même qui a adapté cette nouvelle pour une pièce de théâtre. Et c'est une pièce de théâtre qui se joue à Londres depuis 1952. Et c'est pour ça aussi que c'était jamais mis au cinéma. C'était jamais, c'est toujours resté une pièce de théâtre. Et d'ailleurs, les gens ne le connaissent pas. C'est une pièce de théâtre populaire en Angleterre. C'est une pièce qui est beaucoup jouée ou c'est ouais. Depuis 52, 1952, ça joue encore. Et d'ailleurs, je crois que c'était le petit-fils d'Agatha Christie, quand il avait 9 ans, il a déjà hérité 1 million de droits d'auteur. Alors, juste avec La souricière. Juste avec La souricière, ouais. C'est un peu la cantatrice chauve à Paris, exactement, c'est ça? Exactement. Et donc, c'est vous qui décidez de venir avec cette pièce-là à la Comédie Française. Vous proposez ça à Éric Ruff? Oui. Non, parce que quand on m'a demandé ou non, pas demandé, quand on m'a proposé de faire une pièce en 2025, ça faisait il y a 1 an et demi peut-être, je commençais à lire plein de pièces et je demandais aussi à mes amis anglais de m'envoyer des idées, etc. Et je trouvais rien vraiment qui était un peu différent de ce que j'avais fait. Et je voulais quelque chose, ça m'a titillé depuis un moment de peut-être de faire quelque chose policière ou polar. J'aime beaucoup lire les polars, les tensions. Et aussi chercher un peu ailleurs. Et quand j'ai lu La souricière en anglais, j'ai dit, mais c'est ça. Et bon, j'ai dit, c'est une possibilité. J'avais lu 3 autres pièces. Et je me rappelle quand Bertrand Schaff m'avait appelé... le directeur de production oui, ici. Directeur de production. C'était il y a plus qu'1 an. C'était en janvier, je crois, 2024. Il a dit, bon, il faut décider maintenant. Et j'hésitais entre 3 pièces. Et c'est lui, quand je lui ai parlé de ces 3 pièces, qui a dit, écoute, je vois que tu as la tendance d'aller vers Agatha Christie. Et j'ai dit, allez, on y va. Et ça, c'est très réjouissant. C'est une pièce que beaucoup de gens attendent, là. Vous êtes amusé avec Serge Bagdasarian. Donc, Serge Bagdasarian qui avait commencé sa vie prof d'anglais. Donc, exactement. Vous vous êtes coltinés tous les deux cette traduction. Ouais. Est-ce que c'est une pièce drôle? Ou c'est une pièce... C'est les deux. Policière et drôle. Oui, policière et drôle. Et en même temps, le fond de la pièce, c'est la maltraitance d'enfants. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il a des meurtres, etc. Moi, je trouve Agatha Christie, c'est jamais gratuit. C'est basé sur une histoire profonde, mais après, évidemment, c'est aussi divertissant. Vous dites que vous cherchiez un projet différent, et c'est vrai que vous passez de Cuisine et dépendance en catalan à l'adaptation du film des Torres Scola, ici, l'année dernière,
dernière, Oui. ou en 2023, je ne sais plus, avec Laetitia Casta Oui. et Roche Dizem, dans les Voilà. rôles de Mastroianni et Sophia Loren. C'est cet éclectisme qui marque aussi votre parcours. Mm. C'est ce qui vous permet d'avoir toujours envie d'avoir envie, comme dirait Johnny Hallyday. Oui, c'est beau de dire ça. Moi, quelquefois, c'est des gens qui me parlent ou qui ont lu une pièce ou qui disent ah mais ça pourrait être intéressant ou moi je lis des nouvelles et je dis oh là là ça aussi ça pourrait être intéressant, comment adapter ça et Mais c'est je- important de jamais refaire la même chose, de ne pas se répéter. oui. Quand vous faites des opéras, parce que ça c'est une autre histoire, Ouais. c'est la même recherche de ne pas se répéter, d'arriver à, je sais pas, à se développer, à inventer de nouvelles choses. Oui, c'est vrai, c'est difficile de ne pas se répéter. Et en même temps, c'est aussi quelquefois le choix de l'opéra où, je veux dire, c'est par exemple la dernière expérience que j'ai eue, c'était il y a 2 ans, c'était Armide de Gluck et l'année dernière, c'était Armide de Lully. À l'Opéra Comique. À l'Opéra Comique. Et justement, on a dit, c'était avec le même décor, parce qu'aujourd'hui, au niveau des budgets, etc., et aussi de devenir un peu plus écologique, aussi au niveau de la scénographie, on a décidé de faire Armide avec le même décor qui était un grand arbre. Et rien que ça, il faut recommencer à zéro, parce qu'Armide Gluck et Armide Lully, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Et ce qui me sauve toujours, ou ce qui me fascine, j'essaie toujours de travailler aussi avec des danseurs en même temps sur la pièce. Des chanteurs et des danseurs. Des chanteurs et voilà, exactement. Que vous amenez vers le jeu ? Oui, voilà. Par exemple, avec l'année dernière, avec Ambroisine Bré et Cyril Dubois, qui jouaient Armide et Renaud, je les ai pris à part une matinée et on a fait des improvisations sur l'amour. Qu'avec, Ils étaient d'accord. Ah oui, complètement. Et après, ils ont dit, on veut continuer, parce qu'ils ont trouvé des choses. Et c'est plus restreint dans l'opéra, parce que le temps est très court. On a 3 semaines pour tout préparer, et c'est, je veux dire, pour être prêt, parce qu'après, c'est le chef qui prend le relais. Et du coup, on peut moins, ou moi, je sens que je peux moins essayer. Alors du coup, il faut se préparer en amont beaucoup plus que peut-être pour le théâtre. Vous travaillez avec le chef, alors vous travaillez notamment ici à Paris avec Christophe Rousset, qui est le chef des talents lyriques. Ouais. Il est spécifique, il est à nul autre pareil, c'est pas la même chose qu'avec un scénographe. Enfin, vous devez partager l'affiche, et puis le temps, c'est aussi ça l'enjeu. Vous pourriez nous en parler un peu de cette espèce de binôme comme ça, qui travaille finalement en parallèle, mais pas vraiment ensemble? Oui, moi je ne connaissais pas Christophe Rousset, je connaissais évidemment sa musique quand j'écoutais la radio, ou je le connaissais de nom, mais je n'ai jamais travaillé avec lui, et je trouvais ça tellement enrichissant. C'est une encyclopédie, et en plus il parle grec. Alors de quelle fois on commençait à se parler grec entre nous et je partageais, je trouve, il avait tout de suite une affinité avec lui. Et il a adoré de voir les chanteuses, chanteurs improviser. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu en penses? Il a dit, ah là, tu pourrais peut-être faire ça. Et moi aussi, je me jette dedans, j'improvise quelquefois avec. Et il a adoré ça. C'est quelqu'un, moi, je pense, qui est très ouvert. Et d'ailleurs, c'est lui qui a eu l'idée on pourrait faire Armide de Lully. Et du coup, j'ai dit, bon, alors on va changer, on va agrandir notre cercle. Et du coup, j'ai aussi demandé une chorégraphe, Claudia Serpaswatch, qui travaille avec Sacha Valls, qui est venue comme chorégraphe pour travailler sur Armide de Lully, avec les 6 danseurs. Alors, l'opéra, le théâtre, la mise en scène, parfois vous revenez au jeu, assez rarement, mais qu'est-ce qui fait que vous y retournez? Vous me parliez, avant cet enregistrement de
de ce projet au Japon. En fait, vous êtes retourné sur scène à Tokyo, dans un projet très particulier. Est-ce que vous voulez nous en parler? Et puis, voilà, qu'est-ce qui peut vous appeler de nouveau sur la scène, sur le plateau, à cette place-là, à cet endroit-là, qui est le jeu plutôt que la mise en scène? Oui, c'est vrai. Ça vous manque pas? Non, ça ne me manque pas. Moi, je suis fascinée de voir les... Quand je travaille avec des comédiennes, des comédiens, je suis fascinée par leur capacité de trouver une personnalité, de trouver un rôle. Et quelque part, je trouve... C'est pas intimidant, mais je dis, comment... Je pense jamais comment je le ferais moi-même. Je suis juste émerveillée par la découverte. Et du coup, ça ne me manquait pas du tout. Et quand je travaillais à Tokyo, on m'a demandé de... C'était en 2019, hein? Ou 2020. 2019-2020, exactement. C'était en décembre 2019. Il y avait déjà la pandémie, le Covid à Tokyo, justement, ce bateau qui était bloqué. Et moi, j'étais là-bas aussi. Et ce qui était fascinant, c'était... c'est Hideki Noda, qui a une compagnie qui s'appelle Noda Map, avec qui j'ai travaillé plusieurs fois depuis 2015. J'ai beaucoup travaillé au Japon. Et il m'a demandé de jouer une pièce où je jouais un maître de kabuki. Ça veut dire un homme, et les deux hommes jouaient le rôle de deux femmes. Et c'est parce que je le connais. Ça m'a tellement eu envie de dire, mais oui. C'est parce que c'était aussi pour un laps de temps qui était court. C'était 3 mois. C'était au Japon, Taïwan. Au début, c'était la Chine, mais après, ça s'était annulé. Et New York. Donc, de nouveau, le nomadisme artistique. Oui, exactement. Pendant... Voilà. Ouais. Vous avez rejoué la comédie depuis? Non. Est-ce que vous y retournerez? Vous ne savez pas? Je ne sais pas. C'est pas une envie particulière pour l'instant. Alors, La Souricière, donc, à partir du 4 juin et jusqu'au 13 juillet, au Théâtre du Vieux Colombier, adapté d'Agatha Christie, une pièce mise en scène par Lille Aubord, avec Clotilde de Bézère, Christian Gonon, Serge Bagdasarian, Anna Servinka, Claire Delarue, Ducamp, Jean Chevalier, Sefa Yeboah et Jordan Rezghi. Vous êtes actuellement en répétition. Merci infiniment, Lille Aubord. Merci beaucoup pour cette conversation, ce temps. Beaucoup. C'est la fin de cet épisode, réalisé par Andrea Vilchange et Zélie d'Allemagne. On se retrouve lundi prochain, 8h, avec un nouvel épisode de Quelle comédie. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous avec la Comédie Française.